Merci d'être avec nous sur Al24 News au sommaire de l'actualité de ce mardi 12 août. Nouvelle journée sanglante dans la bande de Gaza. L'entité sioniste fait près de 70 martyrs, dont 14 qui attendaient de recevoir des aides humanitaires. L'Union européenne et 24 pays dénoncent la situation de famine à Gaza, appelant à y mettre fin en urgence. L'Observatoire national de surveillance des ressources naturelles du Sahara occidental dénonce les projets d'hydrogène vert que le Maroc compte lancer dans les territoires occupés, soulignant que Rabat ne disposait d'aucun mandat légal pour exploiter les ressources naturelles de ce territoire non autonome. Soulagement en Chine, le président américain Donald Trump décide finalement de prolonger de 90 jours la trêve dans la guerre commerciale avec la Chine. Placer le maintien de l'ordre de Washington sous le contrôle des autorités fédérales et déployer la garde nationale, Donald Trump ambitionne de nettoyer la capitale. Bonsoir à tous. Au 676e jour de son agression génocidaire contre la bande de Gaza, l'entité sioniste a fait plus de 67 martyrs, dont 14 qui attendaient de recevoir des aides humanitaires, alors que 5 nouveaux décès liés à la famine et à la malnutrition ont été rapportés durant les dernières 24 heures. Par ailleurs, le bilan des victimes de ce génocide depuis le 7 octobre 2023 s'est alourdi à 61 599 martyrs et 154 088 blessés. L'entité sioniste a bombardé ce mardi de nombreuses régions de la bande de Gaza, notamment à Beit Hanoun, où un missile s'est abattu sur des citoyens, faisant de nombreuses victimes entre martyrs et blessés. Il y avait un homme qui vendait de l'eau et ils l'ont frappé alors qu'il vendait de l'eau. Quelle est sa faute? Il vendait de l'eau, quelle est sa faute? Ce qui s'est passé, un vendeur d'eau marchait, puis un missile de drone l'a frappé. Il y avait des gens dans la rue, une femme a été tuée, des innocents ont été tués, et le vendeur d'eau, quelle est sa faute? Sont-ils des combattants? Non, ce ne sont pas des combattants, ce sont des enfants et des femmes. Voici son argent, voici sa chaussure. Nous sommes sortis pieds nus de nos tentes. Ce qui s'est passé, c'est que nous avons soudainement découvert cette rue pleine de déplacés de Beit Hanoun et de toute la bande de Gaza touchée par un missile. Il y a 3 martyrs ici, des femmes et des enfants qui vendaient de l'eau, comme vous pouvez le voir. Voici le sang, voici les éclats d'obus. Nous sommes des innocents, assis chez nous, sans savoir quand cette guerre, ce génocide perpétré par l'armée d'occupation israélienne prendra fin. Ça suffit, réveillez-vous. Nous mourrons ici, jour après jour, martyrs sans raison. Et les enterrements de masse s'enchaînent jour après jour dans la bande de Gaza comme un rituel macabre devenu quotidien. De nombreux Palestiniens se sont rassemblés ce mardi devant l'hôpital Al-Ahli à Gaza pour faire leurs adieux à leurs proches victimes des bombardements incessants des forces de l'entité sioniste. Voici ma sœur et son mari. Les meubles étaient pleins à craquer. Mon neveu était présent. Il a été grièvement blessé. J'appelle le monde entier à soutenir mon neveu. Il est blessé à la jambe et il ne peut plus la bouger. Il a le visage tout entier meurtri. Il faut l'envoyer chez le médecin car il n'y a ni médecin, ni médicaments, ni hôpitaux, ni lit pour les patients, ni pour les blessés. Le monde doit intervenir. Cela ne peut plus durer. Chaque jour, nous mourons. Chaque jour, nous perdons des êtres chers. Tous les membres de la famille sont tombés en martyrs. Seules 3 personnes ont survécu au bombardement. Une petite fille et mon neveu qui allait porter secours au mari de ma sœur blessé. Il l'aidait, il a été blessé lui aussi. Dieu l'a protégé. Dieu merci. Chaque jour, des enfants meurent. Chaque jour, cela arrive. Quelle est notre faute? Où devrions-nous aller? Chaque jour, ils nous disent « Évacuez, évacuez !» Eh bien, je viens du quartier de Shajaïa et j'ai été déplacé vers une école. Je suis maintenant à l'école Zaytoun dans une salle de classe. En fait, dans une demi-classe. Maintenant, où devrions-nous aller?
Veulent-ils nous expulser? Je fais partie de ces gens. Où devrais-je aller avec ma femme et mes enfants? La nuit dernière a été cinglante. Nous avons accueilli à l'hôpital Al-Ahli Arabe une quinzaine de martyrs et un grand nombre de blessés. Plus de 20. Des maisons de la famille Al-Houssari dans le quartier de Zaytoun, rue Al-Nadim, ont été pris pour cible. Il y avait également 2 martyrs du quartier de Shajaïa. Nous avons soigné tous les blessés, certains extrêmement graves. Ils ont été immédiatement transportés au bloc opératoire. Et dans ce contexte, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a condamné l'assassinat des 6 journalistes palestiniens tombés en martyrs dimanche suite à une frappe aérienne des forces de l'entité sioniste à Gaza. Son porte-parole, Stéphane Dujarric, a appelé dans un point de presse à une enquête indépendante et impartiale. Le secrétaire général condamne la mort de 6 journalistes palestiniens lors d'une frappe aérienne israélienne à Gaza. Le 10 août, ces derniers assassinats mettent en lumière les risques extrêmes auxquels les journalistes continuent de s'exposer lorsqu'ils couvrent ce conflit en cours. Le secrétaire général appelle à une enquête indépendante et impartiale sur ces derniers assassinats. Au moins 242 journalistes ont été tués à Gaza depuis le début de la guerre. Les journalistes et les professionnels des médias doivent être respectés, protégés et autorisés à exercer leur métier librement à l'abri de la peur et du harcèlement. L'ONG Amnesty International a fermement condamné l'assassinat des 6 journalistes palestiniens par l'entité sioniste, appelant également à une enquête indépendante et impartiale sur ces assassinats. L'ONG a souligné qu'Anas al-Sharif, l'un des journalistes les plus célèbres de la bande de Gaza, et ses collègues avaient été les yeux et la voix de Gaza. Affamés et épuisés, ils ont continué à faire courageusement leur travail de reportage en première ligne malgré la menace de mort et une immense douleur. Gouvernement et instances internationales, une pluie de condamnations a suivi l'assassinat des 6 journalistes par les forces de l'entité sioniste dimanche, qui ont ciblé volontairement la tente qui les abritait devant l'hôpital Al-Shifa à Gaza. Une véritable onde de choc qui continue de résonner. Asma Laïd. Au moment où le bourreau sioniste se montre déterminé à mettre en œuvre son nouveau plan d'occupation dans le territoire palestinien siégé, 6 journalistes, dont 5 employés de la chaîne qatari Al Jazeera, parmi lesquels l'un de ses principaux correspondants sur place, sont tombés en martyrs pendant la nuit de dimanche à lundi dans une frappe sioniste sur une tente où ils étaient installés. Après ce carnage ignoble et lâche, une vive condamnation internationale a eu lieu aux 4 coins du monde. L'Organisation de la coopération islamique a souligné que ce crime constitue une attaque flagrante contre la liberté de la presse et une violation des lois internationales qui protègent les médias et le travail journalistique. L'Union européenne a également condamné le meurtre de journalistes. Par ailleurs, Reporters sans frontières a dénoncé l'assassinat de l'un des journalistes les plus célèbres de Gaza, qui était la voix de la souffrance imposée par l'entité sioniste aux Palestiniens. La Chine a également condamné le bourreau sioniste pour le ciblage des journalistes, indiquant qu'elle pleurait la mort des reporters palestiniens. Nous pleurons les correspondants qui ont tragiquement perdu la vie dans ce conflit, a déclaré le porte-parole au ministère chinois des Affaires étrangères, Li Jian, lors d'une conférence de presse à Pékin. Il a également affirmé que Pékin exhorte Israël à cesser immédiatement son opération militaire à Gaza, à rétablir pleinement l'accès aux fournitures humanitaires, à éviter une crise humanitaire d'une plus grande ampleur, tout en appelant à une désescalade dans l'enclave. L'Allemagne a de son côté qualifié d'épouvantables les meurtres des journalistes. Nous avons appris avec consternation la mort de ces journalistes. Je veux affirmer très clairement, nous condamnons le meurtre de journalistes. Celui-ci est absolument inadmissible au regard du droit international humanitaire, a déclaré le porte-parole du ministère des Affaires étrangères lors d'un point de presse à Berlin. Pour sa part, le commissaire général de l'Office de secours et de travaux de l'ONU pour les réfugiés palestiniens, Philippe Lazzarini, s'est dit horrifié. L'armée israélienne continue de réduire au silence les voix qui rapportent les atrocités commises à Gaza.
Depuis le début du génocide, plus de 242 journalistes sont tombés en martyrs dans des frappes sionistes à Gaza. Une tentative désespérée de l'antisésioniste de faire taire les voix qui dénoncent le génocide sioniste en cours depuis près de 2 ans. Ce n'est pas un hasard que cette série d'assassinats a eu lieu à la veille de l'exécution du plan machiavélique d'occupation de Gaza. L'entité sioniste ne veut pas de témoins pour le plan criminel qu'il a décidé pour exterminer la population de Gaza. Et je vous en parlais en titre, l'Union européenne et plusieurs pays ont dénoncé ce mardi la situation de famine à Gaza, née de l'agression génocidaire sioniste et du blocus étouffant imposé à l'enclave palestinienne, appelant à agir de manière urgente pour y mettre fin. Une famine se déroule sous nos yeux, ont écrit l'Union européenne et 24 pays dans un communiqué commun. Ces signataires, dont le Canada, le Japon, le Royaume-Uni et l'Australie, exhortent l'entité sioniste à autoriser tous les convois d'aide humanitaire des ONG internationales et à lever les obstacles qui empêchent les humanitaires d'intervenir. Le fonds souverain norvégien, le plus important au monde, a annoncé se séparer de ses parts dans 11 entreprises de l'entité sioniste suite à des révélations concernant ses investissements dans des entreprises impliquées dans la guerre génocidaire contre la bande de Gaza. Ce désengagement massif de ses activités en territoire palestinien occupé fait suite notamment à l'aggravation de la crise humanitaire à Gaza. La société Bet Shemesh fait partie des sociétés vendues. Il est important de préciser que ces sociétés n'ont pas été vendues sur recommandation du Conseil d'éthique. Le fait qu'ils fassent partie des indices n'est pas un gage de qualité et ne signifie pas qu'ils présentent un risque moindre et nous prévoyons de nous séparer davantage d'entreprises. Nous sommes autocritiques à ce sujet et considérons que dans cette situation particulière, lorsqu'il s'agit d'un pays en guerre, nous aurions dû reprendre le contrôle. Donc nous aurions dû mettre fin à ces relations plus tôt. C'est donc quelque chose que nous abordons comme nous l'avons déjà dit. Dans ce contexte, le Premier ministre australien Anthony Albanese a affirmé que Benjamin Netanyahou était dans le déni de la situation humanitaire à Gaza, et ce au lendemain de l'annonce par Canberra de son intention de reconnaître officiellement l'État de Palestine le mois prochain. Yes, the decisions of the Netanyahu government. Oui, les décisions du gouvernement Netanyahou, d'abord l'arrêt de l'aide humanitaire, puis les pertes humaines constatées au point de distribution où des personnes faisant la queue pour la nourriture et de l'eau perdent la vie, sont tout simplement inacceptables. Et nous l'avons dit, j'ai parlé à Netanyahou, il m'a réitéré ce qu'il avait déjà déclaré publiquement, nier les conséquences pour des innocents. The violence has gone on. Les violences perdurent depuis 2023, depuis le 7 octobre, et la stratégie du gouvernement Netanyahou consiste simplement à poursuivre sur la lancée, à perpétuer la même chose, à occuper la ville de Gaza. Il occupe déjà de vastes zones de Gaza, il soutient l'expansion des colonies en Cisjordanie, il se livre à des violences de colons soutenues par les autorités israéliennes en Cisjordanie. Et nous assistons à la même situation. Ce que nous devons faire, c'est changer les choses. Et alors que le gouvernement Netanyahou semble déterminé à exécuter son plan visant à prendre le contrôle de la ville de Gaza, les Palestiniens ne cachent pas leur crainte et leur colère alors qu'ils continuent de subir les bombardements et la famine imposée par l'entité sioniste. Depuis qu'Israël a annoncé son intention d'occuper totalement la bande de Gaza, celle-ci s'est complètement effondrée. L'occupation de la bande de Gaza a créé une situation difficile plongeant la population dans l'incertitude quant à son avenir. Les problèmes économiques, politiques et sociaux actuels dans la bande de Gaza sont extrêmement graves. Cela a conduit à un état d'effondrement total. Nous appelons les Nations Unies, les groupes de défense des droits de l'homme, la communauté internationale et les autorités palestiniennes, ainsi que tous les Palestiniens et tous les musulmans du monde à mettre fin à ces massacres, à mettre fin à cette guerre et aux actes odieux commis par les occupants dans la bande de Gaza.
Et pendant qu'elle bombarde la bande de Gaza, l'entité sioniste ne fait pas qu'affamer et décimer sa population, elle anéantit également des rêves. Maha Ali en est une parfaite illustration. Cette jeune étudiante était déterminée à devenir journaliste. Aujourd'hui, sa quête quotidienne est réduite à trouver de la nourriture pour subsister. Actuellement, nous ne pensons qu'à trouver du pain ou de l'eau potable. C'est tout ce à quoi nous pensons. En ce moment, dans cette guerre, nous avons arrêté de penser à nos voyages à l'étranger, car toutes les portes frontières sont fermées. Nous n'avons pas d'autre choix que de vivre dans cette extermination. J'espère qu'ils nous traiteront comme des êtres humains, qu'ils nous accorderont nos droits fondamentaux pour commencer. Je ne vous dirai pas que je veux qu'ils nous permettent de voyager, d'apprendre et de vivre. Je veux être un peu réaliste. Je veux qu'ils nous permettent de manger, nous les jeunes, qu'ils nous permettent de travailler, de contribuer au bien de la société, de contribuer au bien de notre pays qui a été entièrement détruit. Dans l'actualité également, je vous le disais en titre, l'Observatoire international de surveillance des ressources naturelles du Sahara occidental, Western Sahara Resource Watch, a dénoncé les projets d'hydrogène vert que le Maroc compte lancer dans les territoires occupés, soulignant que Rabat ne disposait d'aucun mandat légal pour exploiter les ressources naturelles de ce territoire non autonome. L'Observatoire a souligné que ces projets risquaient de blanchir l'occupation sous un prétexte vert, tout en rappelant que le Maroc n'avait aucun mandat légal pour exploiter les ressources naturelles ou étendre ses programmes d'infrastructure sur le territoire qu'il occupe. De son côté, le Centre d'analyse du Sahara occidental a exhorté ce mardi la France à respecter scrupuleusement le droit international et européen, mettant en garde contre toute complicité dans le pillage des ressources naturelles du peuple sahraoui ou de violation de son droit à l'autodétermination, rappelant la France et l'ensemble des institutions publiques françaises à respecter scrupuleusement le droit international et européen, sous peine de voir la France directement mise en cause pour complicité dans le pillage des ressources sahraouis et la violation du droit à l'autodétermination. En Afrique toujours, le bilan de l'épidémie de la fièvre de Lassa au Nigeria est monté à 155 morts, avec au moins 3 décès jusqu'à présent durant le mois d'août, selon les autorités de santé publique nigérianes. Depuis le début de l'année, le Nigeria a enregistré un total de 825 cas confirmés, dont au moins 21 dans 36 États du pays. Après plusieurs cycles de négociations, le président américain Donald Trump a signé hier soir un décret pour prolonger la trêve dans la guerre commerciale avec la Chine jusqu'au 10 novembre prochain. Pékin a également annoncé une suspension de 90 jours de sa précédente hausse des droits de douane. Réagissant à ces annonces, des Chinois espèrent moins de tensions entre les deux puissances à l'avenir. Je ne pense pas que la Chine ou les États-Unis souhaitent voir leurs relations se détériorer davantage. Si les deux parties augmentent les droits de douane, cela aura un impact très négatif sur la coopération commerciale et l'économie des deux pays. C'est pourquoi les deux pays adoptent l'approche actuelle, mais la partie et la confrontation ne sont peut-être pas encore terminées. Le risque persiste donc. Je pense que dans le contexte d'une économie mondialisée, les politiques économiques des pays et le commerce des biens sont étroitement liés. Nous devrions adopter une approche axée sur le bénéfice mutuel et la coopération mutuellement bénéfique. Pour sa part, l'Afrique du Sud a affirmé se soumettre une offre révisée d'accord commercial à Washington, et ce dans le but de réduire le taux de droits de douane de 30% imposé par le président américain Donald Trump sur les exportations vers les États-Unis la semaine dernière.
Concernant la poursuite des échanges avec les États-Unis pour conclure un accord et réduire les droits de douane, le cabinet a approuvé la soumission par l'Afrique du Sud d'une offre révisée comme base de négociation avec les États-Unis. Cette nouvelle offre s'appuie sur la précédente, présentée en mai 2025. Il s'agit d'une nouvelle réponse substantielle aux questions soulevées par les États-Unis dans le rapport sur les estimations commerciales nationales de 2025. Et nettoyer Washington, je vous en parlais en titre, un nouvel objectif que s'est fixé Donald Trump. Pour ce faire, le président américain a annoncé placer le maintien de l'ordre de la capitale sous le contrôle des autorités fédérales ainsi que le déploiement de la garde nationale. Une capitale sous tension que Donald Trump a promis de nettoyer. Elle est selon lui envahie par des gangs et des criminels sanguinaires, faisant régner la terreur dans la ville. C'est dans un rôle traditionnel de shérif que le président américain se donne. Notre capitale est envahie par des gangs violents et des criminels sanguinaires, des groupes de jeunes délinquants, des maniaques drogués et des sans-abri. Et nous ne laisserons plus cela se produire. Nous ne l'accepterons pas. Pour ce faire, le milliardaire joint l'acte aux paroles en déployant pas moins de 800 membres de la garde nationale. C'est le jour de la libération, extrapole Trump. Le département de police métropolitain et les autorités fédérales seront soutenus dans cet effort, un effort vraiment considérable, avec les 800 membres de la garde nationale de Washington que nous allons déployer, et bien plus encore si nécessaire, bien plus encore. Sur le terrain, la situation n'est pas aussi alarmante que veut prétendre le président, qui a avancé que l'état des lieux serait pire qu'à Bagdad ou à Mexico. La maire de Washington est montée au créneau, chiffre en main. Cette année, la criminalité n'a pas seulement diminué par rapport à 2023, elle a également diminué par rapport à 2019, avant la pandémie, et nous atteignons un niveau de criminalité violent le plus bas depuis 30 ans. Le ministère de la Justice a indiqué qu'en 2024, les crimes violents à Washington avaient atteint leur niveau le plus bas depuis plus de 30 ans. Et pour en parler, nous avons en direct avec nous Manuel Pouchelet, analyste des questions internationales. Bonsoir. Bonsoir monsieur, merci pour votre invitation. C'est nous qui vous remercions. Alors, dans cette mesure spectaculaire à Washington, Donald Trump n'écarte pas un élargissement de telles mesures et de tels dispositifs sécuritaires à d'autres villes des États-Unis. Qu'en pensez-vous ? Aujourd'hui, Donald Trump, vous savez, est en difficulté sur sa politique intérieure. D'ailleurs, il a été en grande difficulté, notamment à Los Angeles, où il y a eu des émeutes. Il a envoyé la garde nationale et même mobilisé l'armée. Aujourd'hui, on s'attaque au symbole, qui est la capitale américaine, qui est Washington, D.C. Et si vous voulez, il souhaite faire régner l'ordre, puisqu'il faut savoir que ces derniers temps, la politique MAGA montre ses limites. Donc forcément, il y a des mouvements de contestation, mais également, il y a aussi un souvenir délicat dans la mémoire de Donald Trump. C'est cette tentative d'attentat dont il avait été victime lors de sa campagne électorale. Donc si vous voulez, le faire en sorte le déploiement de moyens militaires et civils, on va dire, conséquents, notamment avec, vous savez, la confrontation de ces fameuses agences de renseignement que sont le FBI et la CIA, font en sorte que Donald Trump est un petit peu, on va dire, en grande difficulté sur cet aspect sécuritaire. Le discours est à la fermeté, le discours est, on va dire, complètement différent de son prédécesseur. Et vous savez, Donald Trump surprend. Et jusqu'à présent, le recours à la force semble un moyen privilégié, mais qui pour l'instant ne donne pas de résultats positifs. Et selon vous, les Américains seront-ils collaboratifs ou il y aura justement des réticences par rapport à cette question ? Je pense que pour l'instant, vous savez, les Américains ont toujours été soudés derrière leur président, notamment pour ce qui est des questions sécuritaires. Maintenant, si cela vient à handicaper, on va dire, leur business, c'est-à-dire leur vie quotidienne, je pense qu'ils vont montrer certaines limites. Mais de là à ce que cela se fasse dans différentes villes, je pense que les conseillers du président Trump ont identifié des villes où justement il y avait une forme de contestation qui commençait à se développer de manière assez inquiétante. Et vous savez qu'aux États-Unis, le rôle crucial des agences de renseignement
est important pour les décisions sécuritaires dans tout le pays. Aujourd'hui, il y a une forme de lutte, on va dire, contre cette présidence de Donald Trump. Je pense notamment, vous savez, avec les retours forcés de migrants et par le biais d'expulsions qui ont manifestement beaucoup marqué les Américains, je pense notamment à la Californie, ainsi que l'interventionnisme du président dans des sujets, on va dire, de politique locale. Maintenant, le président américain fait toujours l'unanimité, mais attention, 2026 pourrait s'opérer un changement. Il y aura ce qu'on appelle les élections de mi-mandat, les midterms aux États-Unis, et là, il se pourrait que on va dire l'opposition au président américain s'organise, se structure pour pouvoir peut-être offrir une alternative à cette politique qui, pour l'instant, montre ses limites. Rapidement, Manuel Pouchelet, quel est finalement l'objectif de telles mesures, la finalité de ces mesures spectaculaires, sachant que certaines statistiques révèlent qu'au contraire, le taux de criminalité a baissé aux États-Unis? Vous savez, le président Trump, il est très attaché aux statistiques. D'ailleurs, les dernières statistiques de l'emploi viennent de paraître, à tel point qu'il a été obligé de renouveler le mandat d'un de ses analystes. Maintenant, vous savez, les Américains sont des gens qui sont toujours soudés autour du président. Il y a une adhésion forte à ses idées, même si parfois elles peuvent vous paraître contraires à certaines formes de liberté. Parce que quand la patrie est en danger, forcément les Américains se mobilisent. Et surtout depuis ce qui s'est passé, rappelez-vous, le 11 novembre, ce sentiment d'unité américaine n'est plus à démontrer. Très bien. Merci Manuel Pouchelet d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes analyste des questions internationales. Merci à vous. Et dans l'actualité également, les Ukrainiens doivent avoir la liberté de décider de leur propre avenir. Les dirigeants européens l'ont souligné ce mardi, estimant que des négociations significatives ne peuvent avoir lieu que dans le contexte d'un cessez-le-feu ou d'une réduction des hostilités. Des déclarations faites 3 jours avant un entretien très attendu entre le président américain Donald Trump et son homologue russe Vladimir Poutine en Alaska sur le règlement du conflit russo-ukrainien. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente soirée à tous.